Bonjour et bienvenue dans Un propos. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous entraîner à la suite de Martine Biard à la rencontre de Jean Hugo, qui vécut à Lunel pendant 55 ans, jusqu'à sa mort en 1984. En 1929, Jean Hugo s'installe au Mas de Four, hérité de sa grand-mère, qui animait des salons littéraires à Paris et possédait une très belle collection de peintures. C'est certainement ce qui a contribué à lui donner son goût de l'art. Dans le calme de la campagne lunéloise, il se consacre donc à partir de cette date à la peinture, et la nature devient pour lui une source d'inspiration constante. Néanmoins, si Jean Hugo vit au rythme de son art, il n'en délaisse pas moins ses amitiés, comme le montrent les centaines de lettres conservées dans les archives familiales ou dans la bibliothèque de Four, où l'on trouve de nombreuses œuvres dédicacées. Il accueille d'ailleurs chez lui de nombreux amis, que l'on surnommera les enfourqués. Martine Biard n'a jamais eu l'occasion de croiser Jean Hugo à Lunel. C'est d'abord donc Jean Hugo écrivain qu'elle a rencontré. On ne dira jamais assez l'importance des livres, mes meilleurs amis, a-t-elle dit. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle s'est penchée sur l'œuvre de la vie de Jean Hugo, peintre, décorateur, dessinateur de vitraux, mais aussi de première de couverture, comme c'est le cas entre autres de l'alphabet des aveux, qu'il a en outre illustré de compositions florales, rebuts ou autres fantaisies. Bien que n'ayant jamais rencontré Jean Hugo, ni à la sortie de la messe, la première, le matin, ou dans les halles de Lunel, où il passait s'acheter du poisson qu'il demandait qu'on lui apprête pour son petit déjeuner au Mas de Four, quand il rentrait à pied du centre-ville, Martine Biard s'est attachée à retrouver l'empreinte de Jean Hugo sur le terrain à Lunel. Le Mas de Four, bien sûr, annoncé par les pans et circonscrit par la route de Sommières, mais aussi l'avenue Victor Hugo, ses racines, le parcours Santé des Petits Pins, la stèle représentant le profil de Jean Hugo dans le parc municipal qui porte son nom et qui est le jardin du couvent des Cordeliers. Mais aussi l'hôtel de Brignac où ses enfants étaient scolarisés, ou l'hôtel de Bernice chez les Vierges de Lunel. Il faut comprendre Mité Espelt et son assistant, où il l'a porté à cuire ses céramiques. Avec les belles rencontres des enfourqués, fleurissent des projets communs d'édition et d'illustration de textes, et comme l'alphabet des aveux de Louise de Villemorin, écrivaine de grand talent, qui a une solide amitié de 35 ans liée à Jean Hugo, et qu'il est bien difficile d'appréhender. Martine Biard n'a jamais rencontré Louise de Villemorin. Elle en a eu cependant une vision filmée lorsqu'elle est apparue en escort girl aux côtés de Malraux, et avec dérision et un peu d'effrontement pour vécatiste lorsqu'elle se surnommait Marilyn Malraux. Quant à son œuvre, il est difficile de s'en faire une idée globale, car comme le précise Martine Biard, il n'y a à ce jour, c'est-à-dire en 2021, aucun écrit, aucune anthologie, aucun extrait de roman de Louise de Villemorin ou d'article ou de scénario, ni la moindre poème dans les œuvres manuels secondaires, manuels d'enseignement secondaire ou d'enseignement supérieur, dont Louise de Villemorin a d'abord été une image. Mannequin dans les années 30 chez Lanvin au Chanel avec une très belle photographie. Ensuite, et plus tardivement, devenue une personnalité, elle est une voix, à l'occasion des reportages, des réalisations cinématographiques qui lui ont permis d'être plus connue du grand public, en tant que femme de lettres ou femme référente. Mais la femme de lettres est surtout connue grâce en partie à sa nièce, qui, à la demande d'André Malraux, a pendant plus de 2 ans après la mort de Louise, compilé, inventorié, classé et surtout dactylographié quasiment l'intégralité de tout ce qu'avait écrit Louise de Villemorin, qui avait consciencieusement rangé ses écrits en liasses, reliés chacune par des rubans bleus, soigneusement rangés dans des placards du couloir chez elle à Verrières. Cette présentation des deux artistes que sont Jean Hugo et Louise de Villemorin, je vous invite à suivre la conférence de Martine Biard, l'alphabet des aveux et l'entre-deux poétique de Louise de Villemorin et Jean Hugo, pour découvrir le fruit de leur collaboration. C'est d'abord une collaboration entre deux artistes. Louise de Villemorin et Jean-Hugo consent à l'illustrer, même si je vous ai déjà montré que ce n'avait rien d'étonnant pour lui, puisqu'il avait déjà derrière lui un passé d'illustrateur confirmé, en particulier dès avant le premier conflit mondial, puisque sa première épouse, Valentine Hugo, ou son ami Pablo Picasso, s'occupait de faire les décors des ballets russes à cette époque-là. Pour autant,
Si Jean Hugo a fait ses preuves au moment de la genèse de l'alphabet des aveux, Louise de Vilmorin n'est pas non plus une débutante. C'est quelqu'un qui s'est jusque-là surtout distingué dans le genre romanesque et épistolaire. Parce que c'était quelqu'un qui n'écrivait pas qu'à Jean Hugo, elle écrivait à un certain nombre d'autres amis. Et parmi ses amis, il y avait des artistes qui ont conservé bien évidemment ses lettres. Ils ont en commun, tous les deux, le goût des mots, l'habitude d'en jouer et même de les collectionner. Aujourd'hui, où nous vivons dans une société où le vocabulaire s'est appauvri, mais où paradoxalement il est très facile d'accéder aux mots dans les dictionnaires en ligne et même à leur traduction, plus ou moins sûre, dans une infinité de langues, il nous semble étrange que ces deux êtres aient pu passer tant de temps le nez dans les livres, les dictionnaires, les encyclopédies et en discussion pour constituer des carnets de vocabulaire, d'expression. Et c'est très déroutant parce qu'on s'aperçoit qu'ils en arrivent au même résultat que nos jeunes aujourd'hui en langage texto. C'est-à-dire quand ils font ABI, eh bien, ils pensent eux à une ABI où il y aurait évidemment un abbé et des moniales ou des moines, mais ils écrivent A, B et I. Donc on en revient à peu près au même résultat. Et c'est toute l'actualité de l'alphabet des aveux, c'est-à-dire que même sans s'en rendre compte, ils étaient visionnaires, ils étaient en avance sur leur temps. Toute la première partie de l'alphabet des aveux, en effet, rend compte d'une habitude commune et partagée de la conquête des mots pour le plaisir et les échanger, et surtout en découvrir toutes les acceptions, la magie, les évoquer, les invoquer. De ce point de vue, Louise de Vilmorin parvient à une telle orchestration dans son érudition que Jean Hugo finissait par lui dire de ne pas s'en donner mal à la tête. C'est-à-dire que même lui avait conscience que même pour un esprit français normalement constitué, les trouvailles qu'elle avait faites relevaient d'une telle gymnastique mentale que ça finissait par prendre la tête. Voilà. Alors, elle a l'air évidemment d'un poète saltimbanque qui jongle avec les mots. Elle est à la fois, de ce point de vue-là, l'héritière de l'incongruité des expérimentations plus ou moins conscientes ou suscitées par des substances diverses des surréalistes, qui passaient des soirées, entre autres, à jouer au cadavreski, par exemple, que de l'univers enchanté, mystérieux et même quelquefois un peu angoissant de son ami de toute une vie, Jean Cocteau. Louise de Vilmorin fascinait Jean Cocteau, qui voulut même l'épouser, comme Jeanne Moreau captivera plus tard Pierre Cardin, alors que l'un et l'autre de ces grands artistes étaient notoirement homosexuels. Donc c'était vraiment des femmes fascinantes, et évidemment, les hommes en général ne passaient pas devant sans les remarquer. Louise de Vilmorin annonce par ailleurs tout le courant littéraire à venir de l'Oulipo, qui va démarrer en 1960. Aussi, à bien des égards, dans cet entre-deux poétique, sa singularité fantaisiste, son originalité, son côté un peu à part, me font beaucoup penser à un autre as du genre qui s'appelait Boris Vian, et auquel, à ma connaissance, on ne l'a jamais comparé. C'est peut-être dommage. Pourtant, si on y réfléchit, ils avaient bien des points communs entre musique et écriture, mais aussi dans leur tempérament de noctambule, obstinés et exigeants dans leur travail artistique, désinvoltes et jouisseurs dans des soirées jusqu'au bout de la nuit, souvent alcoolisés. Comme ils n'appartenaient pas à la même catégorie sociale, on n'a peut-être pas fait le parallèle. Comme il était un homme talentueux et extravagant, au destin de météore, on a beaucoup plus parlé de Boris Vian et comme d'un ovni, alors qu'à mon avis, il avait son pendant féminin à la même époque, dans cette espèce d'oiselle qui était Louise de Vilmorin, mais maintenue à son époque-là par la patte puissante, si je peux me permettre,
d'un matou matois qu'était André Malraux, grand amoureux des chats d'ailleurs. On finirait par en oublier Jean Hugo, mais Jean Hugo, dans la pureté de son âme, était doux et contemplatif. Et Jean Hugo, pendant ce temps, était devenu ce qu'on a appelé un maître du vitrail. Donc, nous allons passer maintenant à cet aspect-là de sa vie, où on s'aperçoit que justement, Jean Hugo, c'est un monsieur qui va se convertir comme beaucoup d'autres artistes dans les années 20, qu'il rencontre Jacques Maritain en bordure du bois de Meudon, que ce promeneur va finir par un jour devenir son parrain, qu'il va rencontrer d'autres convertis comme Alexandre Gévouski, comme Max Jacob, comme Maurice Sache, que cet ensemble d'artistes très importants vont devoir leur rencontre avec Dieu par ce qu'on avait appelé l'abbé mondain, qui n'était autre que l'abbé Arthur Munier, mais qui a joué un rôle considérable à l'égal de Jacques Maritain, et que Jean Cocteau dit qu'il a continué ensuite de comprendre l'appel de Dieu, puisque déjà en 1925, il a confirmé, si vous voulez, avoir rencontré justement Dieu dans une messe d'enterrement à Lunel-Viel, juste à côté, qu'il a été saisi d'une vive émotion au moment du rituel prononcé par le prêtre. Et il dit: Jésus entra ce jour-là dans mon cœur sans que je lui eusse ouvert la porte. Il m'avait donné sa paix sans que je le connusse. Je regagnai ma place en titubant. C'est très important parce que lui-même est d'une famille notoirement anticléricale, que Victor Hugo est connu comme étant un agnostique et que Jean Hugo donc est vraiment le premier dans sa lignée à s'affirmer comme un catholique converti, fervent. Et c'est très important parce qu'après, justement, il va se nouer d'amitié avec le père Alexis Gévouski, qui était d'une famille noble, très importante de Pologne, et qui, après une vie assez dissipée, lui aussi a rencontré Dieu, s'est converti, et est devenu le révérend père Gévouski. Et leur rencontre date de 1932. Ils se voient souvent, s'épaulent dans les difficultés de la vie. Et en 1935, Jean héberge à Fourques le cuisinier russe d'Alexis Gévouski. Il héberge aussi sa gouvernante, qui est la veuve d'un bibliothèque du tsar. Et donc, l'année suivante, pour le remercier, le père Gévouski confie donc à son ami Jean Hugo la conception de 4 verrières pour l'église du couvent dominicain de la Sarthe, dont lui-même a dessiné les stalles, et il lui commandera après-guerre des vitraux pour une église de Toulon et pour également la chapelle de Fangeau dans l'Aude. Donc, on dit: si Alex parle peu de son ami Camarguais dans les 500 et quelques pages de ses mémoires, les agendas de Jean Hugo, dans leur rédaction toujours concise et factuelle, dessinent la personnalité du père par petites touches éparpillées au fil des pages. Ainsi, lors d'une visite à Fangeau au printemps 1978, et cette visite à Fangeau est racontée par Jean Hugo dans Les Carnets en date du 21 mars 1978. Donc, Jean Hugo rentre dans la communauté chrétienne avec des superbes, justement, des superbes projets de vitraux. Il y a là un très beau livre qui a été
fait par Henri Gourdin, pas très connu, Jean Hugo, maître du vitrail. D'habitude, on connaît plutôt ses tableaux, mais c'est intéressant parce que ça permet de voir la qualité de l'artiste Jean Hugo. Voilà, donc c'était pour vous dire que pendant que Louise de Villemorin, en femme tentatrice, essayait de reconquérir Jean Hugo, lui, était occupé par d'autres choses, à la fois la fondation de sa vie, les fondements, de sa vie ici au Mas de Fourques, mais en même temps, cette vie nouvelle qui l'animait désormais, à savoir une vie spirituelle qui était fondamentale pour lui et qu'il explorait, qu'il arrivait à conquérir petit à petit. Nous avons une pensée pour Psicari, Ernest Psicari, qu'il avait rencontré avant la guerre de 14-18 et invité au Mas de Fourques, était peut-être déjà annonciateur de cette vie spirituelle de Jean Hugo. Et puis ensuite, il avait plus vraiment une vie mondaine, puisque même s'il continuait à écrire et à voir ses amis à Paris, en région parisienne, à cause encore de ses attaches et puis aussi des propriétés qu'il possédait là-bas, l'essentiel de son existence quand même se passait au Mas de Fourques, avec au fur et à mesure, après son mariage avec justement Loretta, l'arrivée des 7 enfants quand même qui vont faire une famille nombreuse et une espèce de conte de fées, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Comme il était un homme talentueux, eh bien, évidemment, on ne peut imaginer Jean Hugo sans aussi des apports extérieurs, c'est-à-dire sans aussi des sources d'inspiration. C'était quand même quelqu'un aussi qui était resté avec une vie raffiné, c'était un homme élégant, qui était resté aussi, je pense, espiègle, c'est-à-dire avec un cœur d'enfant, qui aimait bien s'amuser. Et on est dans une époque aussi qui était beaucoup plus, entre guillemets, blagueuse qu'aujourd'hui, où les gens se faisaient plus facilement des plaisanteries, n'hésitaient pas à être drôles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, avec l'arrivée du coronavirus, ça nous a tous un peu saisis et je dirais sans doute un peu déprimés. Mais il était sain, il était matinal et à tous les âges de sa vie. Louise de Villemorin, elle, toute captivante et capiteuse qu'elle était restée, elle, une espèce de chouette, si vous voulez, impénitente. Et il y a des vers célèbres qu'elle dit avoir écrits à Fourques en pensant à Jean Hugo. Ces soldats de la garde blanche, gardez-moi de certaines pensées le soir. On aurait pu ajouter quand il dormait comme un loir. Bon, mais ça c'est de moi, parce que justement, Jean Hugo c'était quelqu'un de matinal. Donc la première partie de l'alphabet des aveux est quasiment impossible à traduire en anglais. Je me demande si elle ne l'a pas fait exprès pour montrer à Jean justement les limites de sa vie avec Loretta. Loretta, elle l'a comparée à une grande armoire dans laquelle il y avait des tiroirs et dans chaque tiroir on trouvait un bébé. C'était gentil de sa part. Et même on pourrait continuer avec les bébés. Bon, donc pour tenir Loretta loin d'une source d'inspiration qui pouvait les lier l'un et l'autre, je pense qu'elle a fait en sorte aussi de la déconsidérer au point de l'appeler l'or-état. C'est-à-dire l'état de l'or, l'or dans cet état, vous voyez, bon, voilà, en faisant une espèce de terra incognita, ce qui évitait de penser à l'or en tant que la Laure de Pétrarque, qui aurait pu être aussi l'inspiratrice et la muse de Jean Hugo.
L'inspiration n'est donc pas seulement suscitée par des trouvailles encadrées, voire coincées dans des impératifs stylistiques, des holorimes et des calligrammes qui font penser d'ailleurs à Apollinaire, ou dans la symbolique du langage des fleurs, mais dans une tentative de séduction savante, de reconquête, par le langage des fleurs, le rythme, une espèce de chant des sirènes a posteriori, mais qui est interne, si vous voulez, à ce recueil. Les fleurs contenues dans ce recueil font penser un petit peu aux fleurs du mal de Baudelaire, et même immortalisées, elles sont à la fois la manifestation éphémère de leurs amours, mais bien entendu aussi le rappel du lien à la dynastie des célèbres grainetiers Vilmorin, pour l'une, et à l'intérêt pour la botanique de l'autre, Jean Hugo, comme une union naturelle entre les deux. Et de même, vous aurez une conférence là aussi, ou non, c'est jeudi prochain, pardon, la conférence sur justement Jean Hugo et la botanique, où vous verrez ce lien très fort, lui aussi, qu'il entretenait avec les plantes. Et vous avez, page 32 du livre, l'alphabet des aveux, un calligramme connu, que j'aime bien, qui s'appelle le râteau. Alors, vous avez un râteau comme ça, fait avec des mots, et puis vous avez à côté « À bon château, bon râteau, fait un tapis ratissé. Ce sera demain dimanche. » Tout en récitant laver, ce râteau sourit aux anges, mais on ne l'a pas lavé et ses dents ne sont pas blanches. Donc on est dans une espèce de Disneyland poétique, si vous voulez, qui fait qu'effectivement, c'est charmant. Et puis après, vous avez aussi la fameuse chaussure, là, qu'on voit un petit peu souvent et partout citée. Alors cette chaussure, évidemment, elle a quelque chose de la pantoufle de Cendrillon, la pantoufle de verre. Alors essayez de vous mettre en tête la chanson Mélissa de Julien Clerc. Et maintenant, on va passer à la version un peu haute, un peu osée, qu'en propose Louise de Vilmorin. Au bout de sa mule, ma mulâtresse cache un soulier dans une faveur. Les ans peignent son portrait sur mon cœur. Le tintement de ce porte-bonheur se mêle à nos susurrements sans cesse. Quand le baiser étalon nous conduit jusqu'au bord des étalons de nos nuits, j'aime bien mieux l'étalon que ta mule. Chaud sur ma lèvre, ton baiser ondule. Viens, mulâtresse, viens vite, je brûle. Tu brodes? Qu'importe, enlève ta mule, je veux à tes pieds, non pas à pas ton soulier, mais je veux t'épier. Et c'est très intéressant parce que figurez-vous que quand Louise de Vilmorin a fait faire son service de table en céramique par Jean Hugo, eh bien Jean Hugo en a profité pour lui offrir un bourdalou. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça le bourdalou? Moi j'en étais restée au bougalou, vous savez, de la chanson. Et puis je me suis renseignée un peu, je me suis aperçue, bourdalou c'est un pot de chambre en fait. Mais il ne lui avait pas offert un pot de chambre banal, il lui avait offert un pot de chambre avec un grand œil à l'intérieur. Elle l'a remercié en lui disant il me verra écarter les jambes 3 ou 4 fois par nuit. Vous voyez la tonalité des échanges entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a un côté très direct, très drôle, et en même temps aussi une complicité très grande, parce qu'il faut être, je dirais, très intime entre deux êtres pour justement se permettre une telle simplicité de ton finalement. Donc, l'alphabet des aveux est un condensé poétique, non pas de l'existence de Louise de Vilmorin à proprement parler, mais des ressorts de son existence, de sa vie intérieure.
un ressenti de la vie complexe qu'elle a menée entre deux mariages ratés, avec évitement à chaque fois de la vie familiale, à l'exemple de sa mère Mélanie, qui une fois veuve s'était réfugiée dans les paradis artificiels. Une vie d'errance et de vagabondage mondain, parce qu'elle avait toujours besoin d'argent et que donc en général elle acceptait les invitations qu'on lui faisait dans des villas l'été ou dans des possibilités de séjour dans des châteaux l'hiver ou dans des maisons qu'on lui prêtait. Il y avait chez elle aussi des achats compulsifs et elle disait « acheter n'est pas payer ». C'était souvent ses frères. Alors ces frères, tous les quatre, constituaient une espèce de clan autour d'elle. Elle disait « mes frères me disent que j'ai l'air d'un navet ». Alors vous allez voir les quatre frères, là, ils ont l'air plutôt élégants et mondains. Et elle, au milieu, c'est quand même une très très jolie femme. Hein. Elle fait penser quand même à toute autre chose qu'à un navet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais un peu quand même. Bon. Alors ça faisait les 4 feuilles du trèfle. Parce qu'en fait, c'était souvent ses frères, justement, qui lui servaient d'appui, qui lui servaient de copains. C'était quand même à eux qu'elle demandait, par exemple, des adresses d'hôtels pour aller à Paris avec ses amants, et en particulier avec Gaston Gallimard. Les frères, l'un après l'autre, ont réglé un certain nombre de notes de dépenses de Louise de Vilmorin. André était très proche de sa sœur, on a même dit qu'il y avait presque eu une relation incestueuse entre les deux. Je ne crois pas, mais en tout cas ils étaient très proches, oui. André, d'ailleurs, après la mort de Louise, a écrit un livre sur sa sœur, même si André n'a pas toujours été là, c'est-à-dire il ne vivait pas 24/24 avec sa sœur, et il ne la suivait pas non plus chaque fois qu'elle s'est déplacée. Donc il savait beaucoup de choses, mais il ne savait pas tout. Ce qui fait que, par exemple, on ne sait pas exactement en 1935 quand c'est qu'elle est venue à Lunel. Si elle est venue à Lunel avec monsieur et madame Mauric en voiture, ou si, comme me l'a raconté après Jean Hugo, elle est arrivée par le train qu'il aurait laissé dans le dernier wagon sur le quai de Lunel, avec d'un côté une valise, une petite valise, et de l'autre sa guitare. Voilà, alors ça, on ne sait pas quelle est cette première fois. La seule chose qu'on sait par les lettres qu'ils ont échangées, c'est que entre le soir du 16 et du 17 mai 1935, il y a eu plus qu'un baiser. Je vous laisse imaginer la suite. Alors, ensuite, il y avait également souvent des moments d'isolement de Louise de Vilmorin pour raison de santé ou projet d'écriture. Dans ses écritures, elle n'était jamais complètement seule puisqu'elle échangeait beaucoup de lettres avec beaucoup de chéris, de mon chéri, de cher chéri, de chéri bien-aimé, et pas qu'avec Jean Hugo. À cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient chéri. Pourquoi ? Parce que Colette avait lancé ce mot chéri à cause du titre d'un de ses livres, et que du coup, dans les années 60, peut-être en avez-vous des souvenirs, beaucoup de gens s'appelaient mon chéri, ma chérie, etc. Et alors après, on en rajoutait un peu plus. Et donc, Louise de Vilmorin semble avoir été poursuivie donc toute sa vie par à la fois ce souci de recherche d'affectivité, dont elle avait pâti parce qu'elle était orpheline de père. Elle était l'enfant chéri de son père, et malheureusement, il était mort quand elle était petite fille. Et en même temps, elle était assez peut-être pas malmenée, mais en tout cas délaissée par sa mère, qui préférait ses frères, qui de toute façon préférait vivre autre chose que sa vie de veuve chargée de maternité. Et Louise de Vilmorin donc a poursuivi toute sa vie un carpe diem,
cher au poète de la Renaissance que lui avait fait d'ailleurs connaître Jean Hugo. Elle est incitée par Jean Hugo à reconfigurer justement son positionnement par rapport à l'écriture poétique. Elle a fréquenté des femmes qui ont été aussi proches d'elle, qui l'ont accompagnée, qui ont été sans doute des influences pour ce qu'elle a écrit. Je pense à Marie-Blanche de Polignac, à Florence Gigould, à Marthe Bibesco ou à Diana Cooper, et qui vivaient évidemment dans la haute société. Et puis après, il y a une espèce de tourbillon d'essence, un vertige, dans lequel elle n'a pas cessé, si vous voulez, d'être prise. Et elle-même disait « Je voudrais mourir comme on arrête une valse ». Et elle écrivait ça dans une lettre en 1969. Donc c'était une lettre évidemment prémonitoire. Il y a dans l'alphabet des aveux une chambre à baldaquin qui n'est pas sans faire penser à celle de Louise de Vilmorin dans le château de Puy-de-Meurice en Hongrie, où les sens ne font qu'un, d'un homme, qu'un temps d'un mariage, qu'une fête d'une défaite, pour jouer comme elle avec les mots, et où dans des décors somptueux, les fêtes les plus échevelées, les forêts les plus profondes, pour reprendre une expression dont elle usait et abusait, sont autant de décors où elle aimait pour toujours ce soir. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était incapable de s'engager dans quelque chose d'un peu long. Et peut-être certains d'entre vous qui sont hispanisants rapprocheront cette expression « je t'aime pour toujours ce soir » d'une autre expression espagnole « hasta la última vez de hoy ». Peut-être avez-vous sans doute entendu cette expression. Et je me demande comment Jean Chalon, grand amoureux de l'Espagne et familier de Verrières, biographe entre autres de Carmen de Flores, n'y a jamais pensé. Alors, dans l'alphabet des aveux, il y a un poème qui s'appelle « Ma tante », page 57, où on a l'impression qu'on est dans un autoportrait de Louise de Vilmorin. Il y a un très grand et long poème qui s'appelle « Le voyageur en noir », qui nous embarque dans une atmosphère chaotique de bateau ivre rimbaldien. Et on passe, si vous voulez, de quelque chose qui serait un passage, un guide de rêve, à une espèce de boîte noire, justement, de son existence, où on retrouve la relation avec son premier mari et ses filles, et quelque chose qui combinerait le remords et la hantise. En tout cas, toujours ce fameux sentiment d'une perte inéluctable du temps. Il y avait chez elle quelque chose d'inconsolable. D'ailleurs, elle l'avait dit, je suis une inconsolable. Et c'était un peu comme quand Picasso, si vous voulez, peint Dora c'est-à-dire c'était une femme qui avait souvent les larmes aux yeux, et on a pu dire même qu'elle avait le don des larmes, c'est-à-dire que Louise de Vilmorin, c'est quelqu'un qui pleure assez facilement, soit parce que c'est suscité par une émotion forte, soit parce qu'elle-même se provoque cette poussée de larmes. Ensuite, dans l'alphabet des aveux, vous trouverez aussi un vocabulaire religieux qui est cher à Jean Hugo, qui l'entraîne à une espèce de prière, mais on voit bien que c'est difficile pour elle de se convertir comme Jean Hugo. Il y a l'effort, mais en même temps, toujours vous allez voir la quête du plaisir, du désir qui l'emporte. Aidez-moi, doux Seigneur. Aidez-moi, doux Seigneur, et j'oublierai la plage, et le ciel sur la mer, et la mer à mes pieds, et les villes la nuit, et mon petit village, et le regard d'amour, et mon amour dernier. Faites l'obscurité, doux Seigneur, dans ma cage. J'ai fait peur à mon âme,
Et mon être insensé ne peut se résigner aux rigueurs du courage. Il aimait le plaisir, il veut recommencer. Aidez-moi, doux Seigneur, à vaincre ces images dont mon sang obstiné ravive les couleurs. Le repentir m'appelle aux confins de mon âge pour remettre en vos mains mon rosaire de pleurs. Bon, on voit que c'est pas gagné. Je voudrais terminer en attirant l'attention sur l'insoumission de Louise de Vilmorin, qui pourtant n'échappe pas à une forme de superstition signalée par le poème L'As de pique, par lequel je terminerai, qui se trouve dans l'alphabet des aveux, page 63. Vous voyez, je n'ai pas suivi toujours l'ordre de présentation des poèmes. L'amoureuse brodant la nuit, celle que poursuit tout présage, celle qui voit dans les nuages son amour en cendres réduit, celle dont le cœur est supplique, celle à qui le vent dit beaucoup, croit l'as de pique et le hibou, porteur d'indices maléfiques. La peur lui montre s'envolant des mains des sorciers ambulants la carte dont le point unique se détache et devient oiseau, et dit qu'annonçant même mot, les hiboux sont des as de pique. Ce poème, l'as de pique, me fait penser à la dame de pique de Pouchkine, ou à l'atmosphère de 48 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. En tout cas, au jeu d'argent dans les casinos où se perd la fortune et la vie. Dans ce poème, on semble tirer la mauvaise carte qui fait peur par sa puissance même. Bien malgré tout et malgré elle, dans l'as de pique, Louise fait allusion au travail de l'aiguille, qu'elle connaît puisqu'elle brode et tricote beaucoup. Et ce travail répétitif de l'aiguille, des aiguilles, n'est pas sans rappeler à la fois la mécanique des horloges, la grande roue du dharma ou la grande roue de la fortune, qui permettent l'affirmation de soi, certes, mais décident aussi de notre destinée. Et vous savez, se mettant en jeu, le jeu évidemment J-E-U, mais aussi le jeu qui prend la parole, dans un livre entre les mains de deux hommes, Gaston Gallimard et Jean Hugo, tous les deux tentés, qu'elle a aimé, mais dont elle sait et fait l'aveu qu'elle n'est pas la femme de leur vie. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, alors si vous avez des questions, ou si vous avez des remarques, ou si vous avez évidemment des ressentis, vous pouvez les échanger parce que c'était prévu que nous ayons un petit temps comme ça d'échange. Voilà. Alors, j'ai mis un livre d'or ici, comme ça, si en partant certains veulent marquer leur ressenti parce qu'ils n'ont pas osé s'exprimer oralement en public, il y a des personnes qui sont plus réservées que d'autres, je peux le comprendre. N'hésitez pas à me marquer tout ce que vous voudrez et même à me laisser éventuellement vos coordonnées si vous voulez que je vous tienne informé de l'actualité des prochaines informations à venir. J'espère que la vie artistique et littéraire va reprendre petit à petit son cours normal et que nous pourrons nous revoir donc plus souvent. C'est le vœu, je crois, de tous les artistes et de toutes les personnes en lien avec la communication en cette année 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, des choses que vous voudriez que je développe? Ou est-ce que ça vous paraît déjà... Juste une question. Oui. Vous avez mentionné André Malraux. Oui. Avait-elle eu une relation
Alors, elle a passé la fin de sa vie avec André Malraux, lequel André Malraux, elle avait rencontré en 1933. Alors, il faut voir que en 1931, déjà, son premier mariage est très compromis. Elle a épousé un industriel qui l'a amené vivre dans le Nevada aux États-Unis. Ce monsieur s'appelle monsieur Leigh Hunt. Il avait d'abord eu l'intention de se marier avec Mélanie, la mère de Louise de Vilmorin, qui était veuve. Et Louise de Vilmorin, qui détestait sa mère, a fait en sorte que ce monsieur Leigh Hunt, qui était plus âgé qu'elle, bien entendu, puisqu'il convoitait la maman, s'intéresse surtout à cette jeune fille qui était la deuxième des filles de Mélanie. Donc. Et finalement, monsieur, intéressé par Louise de Vilmorin, a fini par être justement d'accord pour épouser cette charmante personne. Donc, Louise est partie vivre aux États-Unis. Elle n'a pas trop vu son mari parce que elle vivait surtout avec ses beaux-parents qui veillaient sur elle. Elle s'entendait très bien d'ailleurs avec son beau-père. Et elle a eu 3 filles, quasiment coup sur coup. Ces filles, d'ailleurs, sont nées à peu d'années de distance, puisque le mariage a eu lieu en 1925. La première fille, Jessie, est née en 1929. Ensuite, il y a eu Alexandra en 1930 et puis Elena en 1931. Et là, comment dire, à la fois elle est nostalgique de la vie à la française et puis en 1932, elle n'accepte pas d'être à nouveau enceinte, ce qui fait qu'elle va obliger son mari, M. Leigh Hunt, de traverser l'Atlantique, de l'amener dans une clinique au Mont-Choisy, à Lausanne, en Suisse. Là, elle va demander à subir une IVG, et il semblerait qu'elle se fasse faire ce qu'on appelait à l'époque une ligature des trompes, de façon à ne plus jamais avoir d'enfant. Et ce qui fait qu'elle va passer plusieurs semaines en clinique, parce qu'il y a eu des complications, on va dire, cet arrêt, cette interruption volontaire de grossesse. On était quand même en 1934, ce n'était pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Et l'été suivant, elle se sépare de son mari, elle revient à Paris, et là, elle rencontre Malraux, avec qui elle va avoir une liaison de quelques mois, une liaison estivale, on va dire. Et Malraux a le temps de lui conseiller de se mettre à l'écriture. Et donc, on dit que c'est André Malraux qui aurait provoqué chez elle cet élan vers l'écriture. Pourquoi il aurait provoqué ça? Parce qu'avant, c'était une très bonne guitariste, Louise de Vilmorin, et c'était aussi une bonne aquarelliste, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui s'était déjà essayé à peindre et qui se débrouillait pas trop mal. Ce qui pourrait expliquer aussi un sujet de conversation de plus avec Jean Hugo, hein, vous comprenez, parce qu'en fait, ils étaient intéressés quand même par pas mal de choses communes. Et donc, du coup, c'est Malraux qui la lance sur cette idée qu'après tout, elle pourrait s'exprimer par l'écriture. Et il a raison parce qu'elle va produire un roman qui est absolument atypique, qui semble hériter du surréalisme, mais pas tout à fait, qui ressemble plus à ce que écrit justement Boris Vian avec L'écume des jours et autres romans de cette époque-là, et qui s'appelle Sainte une fois. Bon, alors, Jean Hugo la rencontre après qu'elle ait eu ce succès avec ce livre Sainte une fois, puisque Jean Hugo va la rencontrer en 1935. Après une vie dont je vous ai montré qu'elle avait été pleine
de suspense et en même temps de voyage et en même temps de liaison en tout genre. Elle va se marier à l'âge de 35 ans avec un autre monsieur qui s'appelle Monsieur Palfi et qui est un comte hongrois qui va lui faire connaître une vie somptueuse, brillante au château de Puy-de-Meurice en Hongrie et qui va faire en sorte de la faire rencontrer tout un tas de personnages imminents de la haute société aristocratique. Donc, de l'épouse d'un industriel aux États-Unis, elle est devenue la femme d'un monsieur qui représentait l'aristocratie, mais l'aristocratie, la vieille aristocratie, vous voyez, du continent, avec ce passé un peu à la Stefan Zweig, c'est-à-dire cette atmosphère un peu viennoise, on va dire, de fin d'empire et de fin aussi de sans doute toute une civilisation. Le problème avec Paul Palfi, c'est que il en était à sa 4e épouse. C'était un séducteur invétéré. Il lui a fait vivre des choses époustouflantes. Il l'a couvert de bijoux, de fourrures. Enfin, elle n'a pas été du tout malheureuse. Mais il n'était pas très fidèle. Voilà. Alors, réponse de Louise de Vilmorin, il n'était pas fidèle, elle non plus. Donc, elle va vivre une passion ardente avec le comte Esterhazy, qui était d'une très vieille famille aussi, des pays, aujourd'hui on dirait de l'Est. Et ce fameux pauvre Esterhazy va rester marqué par Louise de Vilmorin, va essayer de rentrer dans la résistance pendant la guerre, va finir par être arrêté, parvenir quand même à se sauver et tout ça, et arriver à Paris. Mais quand il arrive à Paris, il est ruiné. Il a vécu beaucoup de choses et il aurait fallu une femme qui le console. Et elle est revenue à Paris entre-temps grâce à ses frères, déjà depuis 2 ans. Et elle voit arriver ce pauvre comte Esterhazy un peu comme quelqu'un qui se serait échoué là. Et voilà, elle n'a plus aucune flamme pour lui, ce qui fait qu'il va finir un peu désespéré à Paris. Et pendant ce temps, le fameux comte Palfi, donc, qui était le mari officiel quand même de Louise de Vilmorin, va voir son château de Puy-de-Meurice envahi par les officiers allemands. Donc il va falloir qu'il quitte le château pour laisser évidemment la place à la commandanture. Ensuite, ils vont quand même arriver à trouver des gens qui les hébergent dans des hôtels particuliers à Budapest, à Bucarest. Ils vont vivre un peu en Slovaquie. Il y a des fiestas à ce moment-là qui sont mémorables. C'est vraiment une fin de civilisation, mais où les gens savent qu'ils sont en train de perdre tout, quoi, de perdre. C'est pour ça que j'ai terminé sur cette note de l'as de pique. Parce qu'on perd la vie, on perd la fortune, on perd tout. Et Louise de Vilmorin va avoir une chance folle, elle va être récupérée par ses frères qui, eux, ont choisi le bon... Enfin, ont heureusement choisi le bon camp en faisant de la résistance, qui fait qu'elle va se retrouver dans sa maison de Verrières où on a fait en sorte qu'elle dispose d'une aile du manoir. Et Paul, elle va s'en séparer, ils vont divorcer. Après, elle aura un certain nombre d'autres liaisons. Et puis à la fin de sa vie, elle ne sait pas que c'est la fin de sa vie, mais elle doit avoir une 50aine d'années, elle entreprend, Malraux étant devenu ministre de la Culture, comme chacun sait, de le reconquérir. Donc, elle va le voir. Pour je ne sais quel motif qui nous paraît très futile aujourd'hui. Et puis, lui, il habite ce qu'on appelle la Lanterne à Versailles, qui est une espèce de petit pavillon, mais tout à fait charmant. Et ce pavillon a comme spécificité de pouvoir être meublé
au goût de celui qui l'habite. Donc, on a dans le fond de Versailles tout un tas de meubles qui font que celui qui habite à la Lanterne, et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous avions un président de la République qui s'appelait François Hollande, qui allait passer de temps en temps ses week-ends à ce fameux pavillon de la Lanterne à Versailles, avec Trierweiler qui faisait du vélo d'ailleurs dans les allées de Versailles. Et bien à cette époque-là, c'est André Malraux qui y habite, et donc Louise de Villemorin est toute contente parce que justement on peut changer, si vous voulez, le style des meubles qu'on met dans ce pavillon de la Lanterne. Bon, alors elle fait plutôt des goûts 18e, donc ça va être pendant son temps là, meublé en 18e siècle. Malraux propose qu'on aille s'installer dans un grand appartement à Paris, puis finalement elle va finir par le convaincre de venir à Verrières, ce qui fait que dans sa déesse, on va finir par venir le chercher avec le chauffeur et tout, à Verrières pour l'amener à Paris, puis le ramener, etc. Et Malraux va finir un peu fatigué, parce que si vous voulez, il a le ministère, il faut qu'il revienne à Verrières, après il faut se changer, à 20h il faut repartir sur Paris, parce qu'on est attendu à un dîner chez Maxime, ou dans un salon littéraire à tel endroit, ou dans une soirée mondaine avec des balles, etc. Et pour tenir le coup, ils se mettent à boire tous les deux. Ce qui fait que à 16h, en général, ils commencent au whisky. Donc, celle qui va finir par y laisser quand même la santé, c'est elle. Et c'est pour ça qu'elle mourra assez prématurément, donc le lendemain de Noël 1969. Et la chance d'André Malraux, ça va être que laissant justement à disposition tous ces manuscrits, etc., il va falloir qu'il reste... Enfin, la famille Villemorin va lui demander de rester là, à Verrières, et d'aider à mettre en forme, je dirais, toute cette œuvre de Louise de Villemorin. Et celle qui s'occupe de cette œuvre, eh bien, qu'on va prendre comme secrétaire, c'est Sophie de Villemorin, qui est divorcée, qui a à ce moment-là en charge, je crois, 2 filles, qui habite dans les abords de Verrières, mais qui va finir par s'installer chez sa tante, donc Louise, laquelle Louise d'ailleurs est enterrée sous un cerisier à sa demande dans le jardin de Verrières, où ses filles ont acheté à sa demande aussi un banc pour pouvoir s'asseoir sur sa tombe et deviser. Et à la place, si vous voulez, des personnes qui pourraient être assises sur la tombe de Louise de Villemorin, eh bien, on a mis 3 pots de fleurs qui symbolisent chacun, eh bien, Jessie, Alexandra et Elena, qui ont été élevées dans la haute société américaine. Ne vous inquiétez pas pour elles, puisque même il y en a une qui avait été l'amie de Madame Jackie Kennedy. Donc vous voyez, c'est quand même une société assez huppée. Et on en revient donc à Malraux, qui a fait enlever donc les tableaux de Cocteau et de Jean Hugo dans le salon de Verrières, qui va rester là, qui va mettre à la place les tableaux de Braque et de Picasso, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui va finir sa vie avec Sophie de Villemorin. Et il y a un très joli livre de Sophie de Villemorin, justement, après la mort de Malraux, qui s'appelle « Aimer encore », qui est dans la collection de poche, qui se trouve assez facilement. Et vous verrez, c'est très intéressant parce que c'est bien écrit, c'est authentique, c'est simple, mais ça montre bien le lien très spécial de Malraux avec Louise, et ensuite, elle, cette espèce de dernière jeunesse, je dirais, qu'elle a donnée à André Malraux en l'accompagnant à la fois pour terminer de boucler l'œuvre de Louise de Villemorin et en même temps pour accompagner Malraux dans une espèce de pèlerinage de tous les endroits qui avaient été marquants pour lui dans sa vie et où il avait eu une attitude d'engagement pour l'humanité, pour
pour la solidarité dans le monde, pour la paix. C'est une espèce de Bernard-Henri Lévy de la politique mondiale. André Malraux est en même temps quelqu'un de très cultivé qui d'ailleurs s'est employé les dernières années de sa vie à initier justement Sophie de Villemorin à beaucoup d'aspects culturels qui avaient à voir avec justement l'histoire de l'humanité. Merci pour votre attention, en tout cas bonne soirée.